Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'information en direct 24 heures en Alsace. C'est la rentrée pour les élèves, c'est la rentrée également pour votre chaîne régionale avec plein de nouveautés à découvrir dans cette émission, mais aussi tout au long de la semaine de la rentrée. Il en sera question, évidemment, on a parlé des élèves, on va parler des parents. On vous proposera un petit guide de survie des parents pour la rentrée avec un psychologue, avec des parents d'élèves en plateau pour nous expliquer tout ça et puis pour que les parents appréhendent un petit peu le phénomène et l'événement. On parlera sport, évidemment, comme chaque lundi, ça ne change pas, c'est toujours avec Marine Zis. On parlera handball avec Denis Latou, champion du monde de handball, nouvel entraîneur de l'ESSAB, les handballeurs strasbourgeois qui reprennent la compétition cette semaine. Le Racing également, premier bilan après 4 journées de championnat et après le match contre Monaco hier. Et puis du crossfit également au menu, du motocross, tout ça en fin d'émission sur les coups de 19h30. Et puis la gastronomie aussi, ça reste le lundi, ce sera avec Nicolas Riffel, direction Plopsheim. On parlera à côté cuisine évidemment, notamment boucher à la reine, tout ça pour se mettre dans l'ambiance de l'automne et de la rentrée. Mais ce qui ne change pas non plus, c'est les infos. On démarre par le JT, c'est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et je suis ravie moi aussi de vous retrouver pour une nouvelle saison et pour ce journal. Et ce soir, bien évidemment, on va vous parler de la rentrée. Pour la première fois, l'instruction est obligatoire dès 3 ans contre 6 auparavant. Nous nous sommes donc intéressés à la rentrée des tout-petits, à la maternelle. Et nos journalistes se sont rendus à Marlenheim ce matin. Dans les lycées aussi, cette rentrée est marquée par des changements avec la réforme du baccalauréat. On reviendra donc sur les spécialités et parcours qui remplacent les filières L, ES et S notamment. Et puis, Montessori, Freinet et Steiner, vous avez peut-être déjà entendu ces noms. Ces pédagogies dites alternatives séduisent de plus en plus de parents et d'enseignants en Alsace. Exemple à Schiltigheim. Ambre a 3 ans, elle habite Marlenheim et nous l'avons suivie ce matin pour sa toute première rentrée. Comme elle, environ 65 000 enfants ont fait leur entrée en maternelle ce matin et c'est maintenant obligatoire. L'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, une mesure votée cet été par le gouvernement. Elle peut sembler symbolique, dans les faits, près de 98% des élèves étaient déjà scolarisés, mais cela obligera par exemple à l'assiduité, les absences devront être justifiées, ou les enfants ne pourront plus rester chez eux pour la sieste l'après-midi. L'occasion pour nos journalistes d'aller voir à quoi ressemble ce premier jour de scolarité. Cécile Motz. T'es contente d'aller à l'école ? Oui. Elle n'a pas encore 3 ans et déjà, c'est le grand jour. Malgré son impatience, Ambre doit attendre la sonnerie de 10h30 pour découvrir son école. Après le petit déjeuner, les jeux avec papa et maman, la petite fille n'a qu'une idée en tête, aller à l'école. C'est donc elle qui se charge des derniers préparatifs. Vas-y, mets la gourde dedans. Voilà. Hop, et devant. Enfin, c'est le moment. La famille prend la direction de l'école. Les chaussons rangés, le cartable accroché, la petite fille fait connaissance et s'installe dans la salle de classe avec ses 13 autres camarades. Une première journée essentielle et pas seulement pour les enfants. La première matinée, c'est surtout d'accueillir les enfants et leurs parents, parce que souvent il y a plus d'appréhension du côté des parents quand c'est la première rentrée des enfants. On essaie de les accueillir personnellement et puis on met en place des petits jeux très simples où les enfants vont aller selon leurs envies, avec leurs parents, découvrir des jeux et voilà, se mettre un petit peu à l'aise. Une journée d'autant plus importante car nouveauté en cette année 2019, le gouvernement a rendu l'instruction obligatoire dès 3 ans. Ici à Marlenheim, cela ne change pas grand-chose, 99% des élèves étaient déjà inscrits en première année de maternelle. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire venir des élèves et des familles qui sont plus éloignées de l'école. Donc c'est un enjeu d'équité sociale, de promotion sociale, parce que l'école maternelle, c'est l'école du langage et ça permet finalement de préparer l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Donc c'est essentiel. En plus du langage, les enfants vont aussi travailler les mathématiques, la motricité, les arts plastiques et la musique. Ce matin, Ambre n'a fait que découvrir une infime partie de cet univers. Après 1 heure, elle quitte l'école déjà impatiente de la retrouver dès demain.
Et les 90 979 collégiens d'Alsace faisaient également leur rentrée aujourd'hui. Si les écoles maternelles et élémentaires publiques sont gérées par les mairies, pour les collèges, ce sont les départements. L'occasion pour les collectivités donc de faire le point sur les grands chantiers. Dans le Bas-Rhin, le collège Solignac à Strasbourg a été mis à l'honneur. Une rentrée placée sous le signe de l'égalité des chances. On écoute Frédéric Bierry, président du département. Tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur domicile, doivent avoir droit à la même réussite scolaire, le même épanouissement. Donc ça, c'est notre première ambition, bien évidemment, partagée avec l'éducation nationale. Mais au-delà, il faut savoir qu'ici, nous avons un projet de déplacement du collège parce qu'aujourd'hui, ce collège fait l'objet d'une démarche d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui font le choix de ne pas inscrire leur enfant dans le collège. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que transformer ce collège en collège d'excellence pour renforcer la mixité du collège, pour faire en sorte que le collège soit toujours plus attractif, avec un collège du coup neuf, avec un collège avec un choix d'action éducative autour des sciences, en lien avec le vaisseau, pour faire en sorte que ça devienne un collège avec une attractivité majeure à Strasbourg et en Alsace. Et côté Haut-Rhin, coup de projecteur sur l'enseignement bilingue qui concerne près de 3500 élèves dans le département, un nombre que le conseil départemental du Haut-Rhin aimerait voir grimper dans les prochaines années, en s'appuyant notamment sur les compétences de la future collectivité d'Alsace. On écoute Brigitte Klinkert. On sait les difficultés que rencontre l'éducation nationale aujourd'hui pour recruter des enseignants en langue allemande. Donc la collectivité européenne d'Alsace va recruter des intervenants. Ce sera par exemple des étudiants allemands en fin d'études. Ce sera par exemple aussi des cadres d'entreprises, notamment d'entreprises allemandes. Cela va nous permettre de développer l'enseignement de l'allemand, de la maternelle, jusqu'au baccalauréat, mais aussi dans le cadre périscolaire. L'idée, c'est, aux côtés de l'éducation nationale et en complément de ce que fait l'éducation nationale, de motiver les jeunes Alsaciens à apprendre l'allemand. Et nous allons construire peu à peu, aux côtés de l'éducation nationale, ces actions pour développer le bilinguisme. Côté lycée, la grande nouveauté de l'année, c'est la réforme du baccalauréat qui entre en vigueur. Retour sur les principaux changements avec Adrien Laby. Fini les bacs L, ES et S, c'est la nouveauté de la rentrée 2019 pour les lycéens. Les séries d'enseignement général ont disparu pour toutes les classes de première. À la place, les élèves ont choisi 3 enseignements de spécialité parmi 12 matières proposées à raison de 4 heures de cours hebdomadaires pour chacune d'elles. 16 heures d'enseignement commun à tous les élèves viennent les compléter. L'année prochaine, en classe de terminale, les élèves devront choisir 2 spécialités à raison de 6 heures par semaine avant de présenter le nouveau baccalauréat en 2021. Sur le fond, pas de changement, l'objectif est toujours d'obtenir la note minimum de 10 sur 20. Sur la forme, par contre, l'introduction du contrôle continu va bouleverser le système de notation. L'examen terminal, qui comptera pour 60% de la note, sera resserré autour de 4 épreuves écrites. Français en première, philo et 2 enseignements de spécialité en terminale. Un oral de 20 minutes viendra également compléter les épreuves sur table. En classe de première et de terminale, les futurs bacheliers devront présenter 3 séries de partiels sur l'ensemble des matières. Cela représentera 30% de la note finale. Enfin, les bulletins scolaires seront pris en compte pour établir les 10% restants de la note au baccalauréat. C'est la tendance de ces dernières années. Les écoles dites alternatives se développent en Alsace, qu'elles soient à la campagne ou à la ville, qu'elles privilégient des méthodes inspirées des pédagogues Maria Montessori, Célestin Freinet ou Rudolf Steiner. Elles séduisent en tout cas de plus en plus de parents et d'enseignants en quête d'une autre façon d'apprendre pour leurs enfants. Mais ces écoles privées ont un coût et nécessitent une implication de tous. Notre journaliste Camille Roland s'est rendu à Schiltigheim, dans l'école La Mosaïque, qui faisait sa 4e rentrée ce matin. Et après, il y a tes chaussons aussi. À l'école La Mosaïque, même la rentrée est différente. Ici, pas de sonnerie, pas de cours de récréation. Les parents viennent prodiguer leurs derniers conseils directement dans la classe, située au 3e étage d'un immeuble de Schiltigheim. Ouverte en septembre 2015, l'école d'inspiration Freinet accueille des enfants du CP au CM2. Un enseignement moins classique, mais qui fait de plus en plus d'adeptes.
L'approche Freinet est vraiment intéressante et je pense que ça correspond beaucoup plus à sa personnalité au niveau créativité et flexibilité. C'est un enfant qui a du mal à tenir en place. Et donc cette année passée, c'était pas toujours évident dans le système traditionnel. Et donc c'est en partie pour ça qu'on l'a mis à la Mosaïque. Lisa, déjà est très timide au départ et voilà, ça lui a amené de la sérénité, de la confiance en elle. Et puis les résultats, elle apprend bien, elle lit bien, elle sait compter, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Voilà, elle est très curieuse et je pense que ça a aiguisé sa curiosité. La première année d'expérience qu'on en a fait nous a complètement enthousiasmés. On voit que Tim a pris une belle confiance en lui. Notamment dans les prises de parole, puisque c'est un enfant un peu timide, et dans les prises de parole face aux groupes d'enfants ou à des groupes d'adultes. À l'origine de l'école, une rencontre, celle de parents d'élèves désirant créer une école différente autour de Strasbourg. À la première rentrée, 5 enfants étaient sur ces bancs. Ils sont 24 cette année et il reste de la place. L'enseignement est basé sur la libre expression et la coopération, selon les préceptes du pédagogue Célestin Freinet. L'idée, c'est de faire entrer la vie dans l'école, d'aller voir la vie à l'extérieur. L'idée, c'est d'accueillir l'enfant dans sa globalité et de lui permettre d'avancer à son rythme en faisant ses propres expériences. On a la notion d'enfant auteur ici à l'école, c'est l'enfant qui est créateur de ses propres textes, qui donne des sujets d'intérêt, qui pose des questions qui sont reprises. On a l'arrière-fond du programme parce qu'évidemment, les enfants ils doivent apprendre à lire, à écrire, à calculer, avoir des notions de sciences, d'histoire dans tous les domaines, mais simplement on reprend l'intérêt de l'enfant là où il en est et on en fait quelque chose. Est-ce que tu sais où tu étais aux États-Unis exactement? À Woodstock. Il s'est passé quelque chose de très important dans cette ville. Ah bon? Personne ne sait? Où ça? À Woodstock. C'est en Amérique? C'est l'avantage du quad neuf, on va mettre au frigo, comme on dit, dans un coin de notre tête, ce qu'a dit Ézéchiel, et on apportera des réponses sur la ville de Woodstock demain. Merci. Après le départ des parents, la classe peut commencer. Au programme ce matin, lecture. Ici, pas de manuel, mais un texte de bienvenue de la maîtresse. Chère Ella, c'est avec un grand plaisir que je serai ta maîtresse cette année. J'espère que tu te plairas dans ta nouvelle école et te souhaite beaucoup de bonheur. Ce matin, on a appris à faire connaissance et à coopérer déjà un petit peu dans le groupe en aidant ceux qui ne savaient pas écrire à écrire ou à formuler leurs réponses. Et puis, nous avons pu faire notre premier quad neuf, qui est un des moments forts en pédagogie Freinet, puisque les enfants peuvent s'exprimer librement à partir de ce qu'ils ont fait ou vécu. Et à partir de là, on va poser des questions, essayer de trouver des pistes de travail. Ensuite, c'est aux élèves de jouer. Chacun propose ses projets pour l'année. Ranger la bibliothèque, apprendre la table de neuf. Les envies sont nombreuses. Mais avant de les réaliser, c'est l'heure de la récréation. Une pause bien méritée au parc public. Et dans le reste de l'actualité, les vendanges débuteront le 4 septembre pour le crément et le 12 septembre pour les vins dits tranquilles. L'occasion de faire un dernier tour dans les vignes. Grâce à l'œnotourisme, elles attirent de plus en plus de visiteurs. Nos journalistes ont profité de l'été pour aller passer quelques temps du côté de Chervillers. Aux abords de la route des vins, sur cette parcelle de pinot noir granit, c'est l'heure du palissage. Et ici, il se fait à la main. Un savoir-faire que les propriétaires Jean et Pierre Dietrich aimeraient transmettre au plus grand nombre. Une branche comme celle-ci qui se promène par terre là du coup et qui va par exemple pouvoir faire un pont avec les maladies, qui va pouvoir, qui du coup sera dans le rang et pourra être arrachée. On va la ramener ici et on va la ramener à un endroit où il y a de l'espace pour qu'elle puisse avoir la meilleure position possible. C'est très important d'expliquer aux gens comment ça se travaille la vigne et c'est important du coup d'expliquer aux gens ce que ça va leur apporter dans le vin. Par exemple, quand on fait un palissage plein comme ça, on va avoir des vins du coup qui vont être beaucoup plus détendus. Le domaine Aquilé compte 18,5 hectares et 100 000 bouteilles produites chaque année en biodynamie. Et les jeunes vignerons ne se sont pas installés ici par hasard. Axe touristique majeur, la route des vins qui serpente en Alsace sur son 110 km de long offre de nombreux avantages. C'est très important pour nous de s'installer sur la route des vins parce que sur la route des vins, on a quand même pas mal de trafic et de gens qui sont intéressés par les vins parce que c'est un des endroits où on a les meilleurs terroirs pour faire du vin mais aussi pour en faire la promotion.
Chaque année, plus de 3 millions de personnes viennent visiter les vignobles alsaciens. C'est à la sortie du village de Chervillers, près de Célestat, que Jean et Pierre ont conçu un chai pour les accueillir. Là, c'est du pinot noir. C'est les tout premiers raisins qu'on a rentrés dans la cave. Avant ça, on vinifiait pas encore. C'était le premier tracteur, des premiers raisins qui est arrivé ici. Sorti de terre en 2016, le domaine a été avant tout pensé pour recevoir le public. Grand espace avec bar, vue sur le terroir et baies vitrées pour apercevoir la cave. L'espace dégustation peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Ici, les idées pour valoriser le vin et le commercialiser sont nombreuses. On accueille des groupes qui viennent de façon quasi journalière avec certaines entreprises pour visiter le vignoble, puis ensuite faire des dégustations de vin ici, voire des fois combinées avec des visites de châteaux comme le Haut-Königsbourg ou des visites du patrimoine local. Après, on a aussi développé le fait que les gens puissent prendre des vélos pour aller dans le vignoble et se promener avec. On a développé les accords mets-vins. Donc quelqu'un peut venir ici et s'amuser à goûter 5 vins avec 5 fromages locaux pour pouvoir justement comprendre les accords avec lesquels on peut le faire. Sur place, les visites sont fréquentes. Allemands, Hollandais affluent grâce à l'attrait de la route des vins. En moyenne, 50 à 150 personnes passent ici chaque jour. Et les retombées économiques sont visibles à la fois pour le commerce local, mais aussi directement au domaine. Les gens s'intéressent déjà à l'histoire du domaine, donc il y a une histoire familiale qui les intéresse. Après, ils s'intéressent au type de vin et au type de terroir sur lesquels on va travailler. Donc du coup, on leur explique les sols granitiques, les sols pauvres, les différentes montagnes qui sont à l'extérieur et sur lesquelles on va faire les vins. Et après, il y a donc tout le mode de production. En 2018, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros en France. Un quart de ces ventes proviennent de ventes directes dans les petits caveaux. Ainsi, la vision d'une simple dégustation sur un tonneau au milieu de la cave a bien évolué chez les vignerons. Et je vous retrouve demain pour un nouveau journal, mais tout de suite, c'est l'image du jour, Oliviane. En septembre 2009, la chaîne Alsace 20 voyait le jour avec une ligne simple, 100% Alsace. Vendredi dernier, toute l'équipe a fêté ce 10e anniversaire avec 400 partenaires grâce à qui cette chaîne a pu se développer au fil des années. Nous aurions aimé vous inviter tous, mais les nouveaux chiffres de Médiamétrie nous disent que vous êtes plus de 526 000 à nous suivre désormais régulièrement. Alors pour cette 11e saison, on va tout faire pour continuer à mériter votre confiance. Merci à tous. Voilà notre engagement pour cette saison. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On vous retrouve demain pour les infos comme chaque jour de la semaine. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission, Marine Zis qui en parlera sport notamment tout à l'heure. Et puis les deux invités actu, Xavier Schneider et Stéphane Untersinger. Installez-vous, on va parler rentrée scolaire. C'est notre petit guide de survie à l'usage des parents pour passer ce cap. On en parle juste après la météo de Célia. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en cette rentrée pour votre météo de ce mardi 3 septembre. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et c'est un grand soleil, comme vous le voyez, qui nous attend ce mardi sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures qui restent très agréables, mais légèrement en baisse bien sûr. On est en septembre, comptez 12 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 11 degrés pour le Haut-Rhin, entre 10 et 13 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 12 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. L'après-midi, on ne change rien, toujours un soleil radieux prévu pour tout le monde avec des températures qui grimpent légèrement en après-midi. Comptez 23 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien jusqu'à 24 degrés si vous êtes à Strasbourg, 24 degrés également dans le nord et le centre de la région du Bade-Wurtemberg, 22 degrés dans le sud et 23 degrés dans le nord de la Suisse. Un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de mercredi et on ne change rien, toujours beaucoup de soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures légèrement en hausse, 25 à 27 degrés prévus dans le nord de l'Alsace, 24 à 26 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et jusqu'à 25 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 3 septembre et nous fêterons les Grégories. Le soleil se lèvera lui à 6h48 pour se recoucher à 20h07. On perd malheureusement 3 petites minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un super moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde.
Retour en plateau, en direct dans ce 24 heures en Alsace. On va parler de la rentrée, évidemment, l'incontournable. On va en parler côté parents plutôt cette fois-ci avec Xavier Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FCPE du Bas-Rhin, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et à vos côtés, Stéphane Untersinger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue. On va voir comment mettre les enfants en confiance, comment détecter ce qui va mal ou ce qui peut parfois poser des petits soucis de confiance aux enfants. Xavier Schneider, pour commencer, on a tous des souvenirs de rentrée scolaire. Pourquoi c'est un cap? C'est purement symbolique, a fortiori pour les parents d'élèves et pour le syndicaliste que vous êtes, ou c'est quoi? Il y a de l'affectif aussi, il y a un petit peu tout se rencontre dans cette journée un peu étrange? Ouais, c'est pas forcément une journée étrange, c'est un point de départ d'une année qui commence et que l'on souhaite la plus belle possible à tous. Après, c'est nous tous, peut-être adultes, qui mettons un plus fort symbole à cette rentrée plutôt que les élèves eux-mêmes. C'est la directrice dans le JT disait, je ne sais pas si vous l'avez aperçu tout à l'heure, qui disait il y a de l'appréhension, mais parfois plus du côté des parents que des élèves. Ouais. Stéphane Untersinger, c'est quelque chose qu'on retrouve selon les âges. Qu'est-ce qui peut créer pas de l'angoisse, mais de l'appréhension, de la crainte? C'est quoi? C'est le changement, c'est la nouveauté? Mais c'est souvent bien ça, et la directrice a, tapé juste pour une part. C'est que c'est souvent l'anxiété des parents qu'on retrouve chez les enfants, et ceci dès le plus jeune âge, donc dès la maternelle. Donc en fait, cette anxiété, déjà, il faut que les parents en prennent conscience, pour se rassurer eux, rassurer les enfants, et pouvoir désamorcer un peu cette anxiété-là. Après, pour l'enfant, tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant en l'occurrence, et particulièrement en CP, il faut pouvoir l'accompagner dans cette découverte, c'est-à-dire lors de l'inscription par exemple, aller avec l'enfant sur le lieu de scolarité pour qu'il puisse appréhender l'environnement dans lequel il va être. Parce que, alors c'est particulier pour les CP, les maternelles, parce que eux, ils viennent interroger le lien parent-enfant et la solidité du lien parent-enfant et leur capacité à s'adapter seuls à un nouvel environnement. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte aussi l'anxiété des parents et, pas de facto, ceux des enfants, en leur permettant, comme a fait la petite fille, faire une petite immersion, faire des séparations progressives. Alors maintenant c'est 3 ans, mais avant il y avait les crèches, donc des temps de socialisation qui permettaient à la fois aux enfants et aux parents. Donc on appelle d'adaptation, voilà, de transition, de prendre leur distance et de voir que le nouvel environnement peut être sécurisant. Xavier Schneider, on prend ce temps, il faut prendre ce temps il est pris en compte chez les plus jeunes pour que la transition se fasse effectivement un petit peu en douceur. C'est une question souvent de temps aussi pour les enseignants, d'accepter les parents dans la classe, c'est un peu compliqué peut-être. Pour les petites sections, il le faut ce temps. Après, pour le collège, évidemment, les parents ils rentrent plus dans les classes et encore moins pour les lycées. De quoi on a besoin? Ça dépend pour vous de conditions matérielles aussi, parce que forcément s'il y a 15 élèves dans la classe ou s'il y en a 30, c'est pas la même histoire. Enfin forcément on retombe sur des questions aussi de moyens humains et de moyens matériels. Exactement, ça a changé énormément. Le fait qu'il y ait le moins d'élèves possible par classe, pour nous c'est une revendication majeure. C'est primordial. Il faut que l'éducation nationale apporte plus de moyens pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. Et en tant que parent, comment est-ce qu'on peut faire le lien alors entre l'éducation à la maison et puis à l'école, cette transition-là, pour que l'enfant puisse s'adapter Alors, entre le collège et le lycée, cette transition? Non, entre la maison, la manière dont on l'éduque à la maison, les parents, et puis après l'enfant se retrouve avec un maître, une maîtresse, c'est quand même un autre. Oui, autre alors lien, quoi. C'est ça qui est important, c'est un point clé également, c'est-à-dire il faut que les parents prennent en compte leurs propres souvenirs et qu'ils les mettent à distance. Pour justement, ça influe pas forcément sur l'enfant et que l'enfant puisse cheminer à son rythme. Puis ça a changé souvent quand même, parce qu'on a 30-35 ans, c'est plus forcément les mêmes conditions. C'est plus les mêmes conditions, la même école, et pour autant, les parents qui étaient bons élèves, par exemple, sont souvent trop exigeants avec leurs enfants, et à contrario, les parents qui étaient dans un mode d'échec ou étaient moins en confiance dans leur scolarité ont tendance à reproduire cette peur-là. Et donc, ils la transmettent aux enfants dans les deux sens. Donc, en fait, il faut pouvoir mettre ses souvenirs à distance et s'orienter sur
les désirs de l'enfant, les émotions de l'enfant, les attentes de l'enfant, l'environnement culturel dans lequel et affectif dans lequel il s'épanouit. Et c'est ça qui peut permettre en fait de motiver l'enfant à aller à l'école avec un discours positif sur l'école et bien évidemment. Qu'est-ce qui peut mettre en confiance un enfant, Xavier Schneider, quand on est en tant que parent, parfois un peu livré à soi-même aussi, si on a du mal à aider son enfant, si ça coince. Quels sont les interlocuteurs? Il faut aller voir les enseignants, quels sont les autres interlocuteurs qui peuvent aider pour les devoirs. On voit les petites annonces, la boulangerie du coin, pour l'aide aux devoirs. Quels sont les différents interlocuteurs vers qui se tourner quand on est parent? Pour les petites sections, c'est les enseignants. C'est primordial que les parents aillent voir les enseignants. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Alors c'est vrai que maintenant, comme il n'y a plus l'enseignement le samedi matin, il y a moins de temps pour les voir et que les parents ont aussi des emplois du temps chargés. Et ça peut être un peu difficile, mais il ne faut pas hésiter et les enseignants vont tout faire pour rencontrer les parents des enfants. Les autres interlocuteurs, pardon, ça peut être les parents d'élèves, ça peut être... bien sûr, nous, en tant qu'association de parents, on est là pour aussi aider les autres parents. On connaît bien le système, on connaît tous les rouages. Je connais la rectrice qui passait tout à l'heure. Donc voilà, on a des portes qui sont ouvertes plus facilement que si on y va tout seul. Donc si je dois lancer un message pour ma crémerie, c'est rejoignez-nous. Pour finir, Stéphane Untersinger, à quel moment on peut détecter, alors ça dépend des âges certainement aussi, mais à quel moment en tant que parent on peut détecter que l'école est un blocage, à quel moment il faut, sans aller voir forcément jusqu'à un psychologue, mais à quel moment il y a un petit warning qui doit s'allumer, à quoi on détecte le malaise d'un enfant à l'école? Vous le sentez assez rapidement, comme je le disais tout à l'heure, cette anxiété qu'on peut ressentir dès le plus jeune âge, qui est souvent une projection de l'anxiété des parents. Vous pouvez le voir à travers sa qualité du sommeil, par rapport à son agitation. Donc il faut la prendre au sérieux dès le départ. Pas la dramatiser, mais la prendre au sérieux, c'est-à-dire pouvoir verbaliser les choses, rassurer l'enfant. Et ceci, quelles que soient les étapes de la vie, puisqu'après, effectivement, les ados, ils sont confrontés, les collégiens et les lycéens sont confrontés à la peur de l'échec. Donc, il y a des exigences qui sont autres que ceux qui sont en CP, par exemple. Mais pour autant, j'allais dire, c'est du quotidien. C'est la qualité de vie qu'ils ont, la qualité de sommeil, leur capacité à être concentrés à l'école ou pas. Voilà. Toutes ces choses du quotidien en fait. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Ce soir, vous avez pris des notes, j'espère, et puis vous voyez, il y a plein de portes à pousser pour se faire aider. Le mot d'ordre, c'est de ne pas hésiter à aussi se faire aider comme parent. On apprend à être parent aussi. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler sport dans la deuxième moitié de cette émission. Ce sera juste après la pub avec Marine Zis. Ça n'a pas changé le sport, c'est toujours le lundi sur Alsace 20 et c'est toujours avec Marine Zis. Ravi de vous retrouver pour cette première de la saison. Et puis, on parle toujours sport. Au sommaire, justement, on va revenir sur cette drôle d'action lors du match d'hier du Racing contre Monaco. Et puis, c'était le rendez-vous des corps gainés et muscles saillants hier aussi à Oswald pour une compétition de crossfit. Et enfin, dernière épreuve de la saison en motocross du côté de Bartenheim avec une épreuve spéciale pour les avions. Oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bienvenus en avion sur les images. On en reparle juste après. On va parler également handball aujourd'hui avec notre invité qui est un champion du monde de handball. Bonsoir Denis Latou. Bonsoir. Alors vous êtes ici surtout pour nous parler de l'ESAP puisque vous êtes le nouvel entraîneur de cette équipe, Mathieu. Oui, l'ESAP qui repart pour une nouvelle saison en Pro League, l'antichambre de l'élite. Il y aura 2 clubs alsaciens dans cette division aux côtés de Célestat. Le premier match, c'est dans 5 jours maintenant. Le compte à rebours est lancé. Ça sera en Coupe de la Ligue comme traditionnel pour le début de saison à Cesson-Rennes. Dans quel état d'esprit on est à quelques jours de la reprise? On a hâte d'y être après un mois et demi quasiment de préparation ou on a le sentiment qu'on n'est jamais tout à fait prêt? Un petit peu des deux. On a hâte d'y aller parce que ça fait un mois et demi maintenant, voire un peu plus qu'on s'entraîne et de ce fait, la compétition reste quelque chose pour les joueurs d'irremplaçable. Pour l'entraîneur, on est toujours entre deux eaux parce qu'on voudrait que la préparation dure un peu plus longtemps quand on n'est pas prêt, d'autant plus qu'on a eu pas mal de blessés durant la préparation. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être une semaine de plus.
Avec ce match de Coupe de la Ligue qui n'est pas une importance majeure pour nous, ça nous sert aussi de préparation et ça nous donnera une semaine de plus avant d'attaquer le championnat à Cherbourg. On revient au handball juste après avec vous toujours. On passe par le foot, Mathieu. Ouais, on va dire un mot du Racing qui va se faire 15 petites journées de vacances après son élimination en Coupe d'Europe du côté de Francfort jeudi dernier. En direction Lameno, le match de la 4e journée, c'était contre Monaco ce dimanche après-midi avec l'ouverture du score très rapide des Monégasques en milieu de première mi-temps par Slimani. Le Racing qui égalise sur ce penalty de Kenny Lala, mais joie de courte durée pour le public de Lameno puisque juste après cette glissade de Mitrovic, Slimani s'offre un doublé et redonne l'avantage à Monaco. Ça fait 2-1 pour les Monégasques à la pause. Le Super 1-2, le tir sur la barre de Slimani, l'action dont vous parliez Marine, le retourné et la double parade et la parade de Mats Sels. Le Racing va néanmoins revenir en toute fin de match. La tête de Lienhardt qui voit bien Thomasson. La volée du Strasbourgeois de partout entre le Racing et Monaco. Le Racing 17e, 3 points en 4 journées juste au-dessus de la barre de flottaison. La trêve va faire du bien du côté de Lameno. Le Racing qui a perdu Jonas Martin qui enregistre le retour de Sanjin Persic, le bosniaque, puis lors du premier bilan aussi, avant ces 15 jours de trêve. Écoutez Thierry Lauré, plutôt satisfait malgré tout de ce début de saison du Racing. Vous allez me dire, Lauré se contente de rien, oui, non, mais tant mieux si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à part le bilan comptable, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, le reste, je trouve que les garçons ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Voilà, c'est ça qui m'importe. On ne pouvait pas faire plus. On aurait pu éviter quelques erreurs sur certains matchs, voilà, qui nous coûtent cher, même très cher. Mais ceci mis à part, je pense que tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Et Thierry Lauré qui a accordé 4 jours de repos à ses garçons. Le prochain match, ça sera du côté du Parc des Princes samedi dans 2 semaines. Certains joueurs vont partir en sélection, d'autres ont un tout autre programme. Écoutez Dimitri Lienhardt. Il y a des joueurs qui vont repartir en sélection, donc voilà, eux, il va falloir qu'ils continuent à enchaîner. Et nous, moi, j'irai peut-être avec la sélection du territoire de Belfort et je récupérerai tranquillement. Et puis foot toujours, mais on redescend de 3 étages, Mathieu. Ouais, direction, je l'emmène en National 2 où il y a 3 clubs alsaciens cette saison, le Sporting Club de Schiltigheim, le FR Haguenau qui a été repêché et le FC Mulhouse qui a été promu la saison passée. En gros plan cette fois sur Haguenau qui recevait Bastia. Bastia, c'est un peu un destin comme le Racing Club de Strasbourg, l'équipe pro mis en liquidation judiciaire. Bastia en bleu. Sur ces images, ça se passait samedi après-midi. Il y avait du soleil couchant et après 3 minutes de jeu, et le soleil entre autres qui participe à la boulette du malheureux Loïc Corneille qui encaisse ce premier but après 180 secondes de jeu. Mis à contribution encore le gardien de Haguenau. Haguenau dans le dur dans ce début de saison. 3 matchs, 3 défaites. Il fallait réagir contre un des favoris de la poule, mais c'est compliqué. Le contre mené à 100 à l'heure et Bastia après 7 minutes de jeu seulement qui mène 2-0. Début de match complètement fou. 10 minutes de jeu, le corner cafouillé dans la surface. Haguenau qui revient par solver 2-1, 3 buts en 10 minutes. On est gâté. Haguenau qui jette ses forces dans la bataille, qui a des occasions d'égaliser toujours en première période. Malheureusement, ça ne trouve pas le cadre, mais la récompense va venir juste après la demi-heure de jeu, le rush de Bekwe, la bonne passe, le caviar pour Nigel Solveig qui s'offre un doublé de partout où les Haguenoviens pensent avoir fait le plus dur. Joie de courte durée, là aussi, quelques minutes plus tard, regardez, ouvrez les yeux, le centre et la reprise de volée pied gauche du Bastier. 3-2 pour Bastia qui reprend l'avantage, qui obtient même un penalty. Mais Loïc Corneille se rattrape, parade une fois et parade 2 fois sur la reprise de Hagui. 3-2 à la pause, seulement 5 buts dans ce match complètement dingue. Haguenau qui va pousser en seconde période contre cette belle équipe de Bastia, mais Bekwe sur cette frappe, sauvé sur la ligne par un défenseur de Bastia qui parvient à la sortir, et puis pas beaucoup plus de réussite en toute fin de match pour Falk qui de la tête avait l'opportunité d'égaliser à 3 partout. Haguenau a beaucoup donné contre un des favoris de la poule, mais Haguenau qui s'incline, 4 défaites en 4 matchs. C'est un petit peu délicat, mais des motifs d'espérance du côté de Cédric Deubel, l'entraîneur de cette équipe du FRH. Trop d'erreurs malheureusement, alors que les garçons ils se sont repris par rapport aux 3 premiers matchs. Je pense que c'est notre meilleure prestation d'ensemble collective, mais on a des errances individuelles qui nous coûtent très cher. Retour au handball avec notre invité Denis Latou. Alors il y a eu quelques rebondissements quand même durant l'été. Les Sables devaient d'abord être relégués en National 1. Finalement, l'équipe a été repêchée. Ça a compliqué au niveau notamment du recrutement, j'imagine.
Surtout du recrutement, parce que la préparation, on l'avait calé avec les dirigeants en amont par rapport... ce qui ne changeait pas grand-chose d'ailleurs entre la National 1 ou la Pro League, la deuxième division, donc c'était à peu près la même préparation. Mais c'est vrai qu'au niveau du recrutement, on a été bloqué pendant un certain moment, puisque les joueurs, quand vous les contactez, ils vous disent on va jouer à quel niveau, on leur dit peut-être ou peut-être là ou peut-être là, donc eux ils n'ont pas envie, donc du coup certains ne sont pas venus, et c'est logique, hein. Donc voilà, après d'autres ont pu patienter un petit peu plus longtemps. On les en remercie d'ailleurs, parce qu'on a eu la date le 3 août et la fin des mutations, c'est le 31 juillet. Donc vous voyez un peu l'embroglio qu'il y a eu pour nous, et ça n'a pas été simple. Mais bon, je pense qu'on a construit une équipe qui est expérimentée, qui est jeune à la fois, avec des joueurs revanchards par rapport à la saison de l'année passée, des joueurs jeunes qui ont envie, et puis des nouveaux qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu, même s'il y en a certains qui jouaient en première division, comme Yvan Gérard et Lucien Offray, qui étaient à Nîmes et à Nantes, qui avaient peu de temps de jeu et qui ont vraiment envie de croquer dans le ballon. Donc voilà, on va essayer de faire une bonne osmose, une bonne alchimie entre tout ça pour arriver à se maintenir le plus rapidement possible, puisque c'est l'objectif cette année. Et puis on verra après. Quel genre d'équipe, on va découvrir le public des Malteries. C'est quoi la touche Denis Latou? Quel genre de handball vous allez proposer avec cette équipe cette saison? J'aimerais proposer un handball total, c'est-à-dire avec de la vitesse, avec du jeu, avec ce que j'ai dit aux joueurs. On a une équipe qui est très homogène, il n'y a pas de stars. Contrairement à l'année passée où il y avait plutôt 2 ou 3 buteurs dans l'équipe, en l'occurrence avec Müller et Robbins, cette année on a essayé de trouver une équipe qui soit un peu plus équilibrée. Voilà. Donc je pense que tout le monde peut tirer son épingle du jeu, tout le monde va avoir des responsabilités pour marquer des buts. Et voilà, après on a eu un petit peu de soucis pendant la préparation avec la blessure de Xavier Moreau, qui est le titulaire arrière gauche, et Mika Andrage, qui est le demi-centre, qui s'est fait mal au pouce et qui n'a pas dû jouer pendant toute la préparation. Donc ça nous a mis un petit peu en retard. Mais bon, j'ai bon espoir, les joueurs sont motivés, ils ont envie, ils travaillent beaucoup. Donc voilà, peut-être on aura un petit peu de retard à l'allumage, quoique, mais il faudra voir après avec les matchs officiels ce que ça donne. Alors avant d'être entraîneur, vous avez été longtemps joueur, médaillé olympique, champion du monde. Est-ce que ce statut-là, ça vous aide auprès des joueurs, ou seul compte finalement le fait d'être coach? Vous n'avez que cette étiquette-là finalement? Ouais, je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà l'expérience en tant que coach, parce que maintenant ça fait presque une quinzaine d'années que j'entraîne. Donc voilà, où j'ai fait Vernon, j'ai fait Dijon, j'ai fait la Tunisie. Voilà, j'ai vécu des choses totalement différentes. Mais c'est vrai que quand je parle handball, en général, les joueurs écoutent parce qu'il y a le passé qui plaide pour moi, tout simplement. On va parler de nouveau handball plus tard. Mathieu, on passe par du crossfit. Ouais, vous avez parlé de la préparation, ça vous donne peut-être des idées. On va parler crossfit, c'est un vrai phénomène de société. Une quinzaine de clubs, on dit des box, sont ouverts en Alsace ces dernières années. On pense aussi que c'est souvent que de l'entraînement, mais aussi des compétitions. Regardez ces images, ça se passait du côté d'Ostwald ce week-end. Le club s'appelle Limanis. Du coup, la compétition c'était Limanis Contest, une compétition par équipe de 2, uniquement en binôme, une trentaine d'équipes de garçons, 25 équipes mixtes, venues de toute la France, de toute l'Alsace, mais aussi du Luxembourg, de Belgique, et d'un petit peu partout. Le principe, 2 jours de différentes épreuves où on se relaye effectivement en binôme, avec souvent des accents un petit peu de gymnastique, ça vous rappelle des choses, Marine, j'en suis sûr. Beaucoup d'exercices un petit peu cardio, des épreuves de force aussi, d'haltérophilie. On va aussi, il y avait une partie natation, il y avait une partie course à pied, c'est extrêmement diversifié. Des exercices comme ça. Alors 6 kg pour les filles, 9 kg pour les garçons, pour les lancer là. Le sac qu'on voit se passer. Wall ball, exactement, faites ça en prépa, j'en suis sûr. Haltérophilie, on est monté jusqu'à 125 kg quand même, et là pour se passer sur ces épreuves de force, pour se passer le sac, 62 kg quand même, avec un maximum évidemment de mouvements à faire pour l'équipe en un temps donné. Gros succès en tout cas de cette discipline actuellement. On pense souvent que c'est basé uniquement sur la force, et bien pas du tout, écoutez. Non, on aura une épreuve de force pure sur les 8 à 9 épreuves qu'ils vont faire, on n'en aura qu'une seule, donc il va falloir être plutôt cardio, constant sur de la gym, sur du fitness, que d'être fort. Ça fait pas tout, il va falloir courir, nager, sauter, tenir des épreuves de 25 minutes où la force finalement n'aura pas un grand jeu dedans. Et alors on a demandé aux athlètes très essoufflés aussi quelles étaient un petit peu les qualités que ça entraînait. C'est fait extrêmement complet, écoutez.
Ça use parce que ça, au niveau du cardio, ça prend beaucoup. On tient beaucoup la barre, donc du coup on est congestionné au niveau des avant-bras. Où là c'est effectivement difficile, c'est là où moi j'ai pêché clairement. Et après dans le mouvement c'est le rythme, c'est garder un rythme et une dynamique où on le fait en binôme, donc il faut aussi être complémentaire, regarder son binôme et être toujours dans l'avant quoi. Voilà, extrêmement spectaculaire et comme dit, bien cardoisé, en plus très très chaud. Je vous emmène du côté de Bartenheim, on va parler motocross, Marine. Et oui, 130 pilotes étaient dans la poussière ce week-end pour une manche du championnat d'Alsace-Lorraine. Alors, il y avait différentes catégories en compétition avec à chaque épreuve une trentaine de pilotes sur la grille de départ qui se lancent sur le circuit pour une quinzaine de minutes. Alors c'est un sport assez impressionnant avec, vous le voyez là, les nombreux sauts et puis également les virages très serrés. Mais les compétiteurs sont là surtout pour l'adrénaline. Écoutez-les. Je pense qu'en termes de sensations, il y a très peu de sports où on retrouve ce que je ressens sur la moto. Quand on est derrière une grille avec 40 pilotes, où on part tous en même temps et on a tous le même but, c'est arriver premier au premier virage, c'est une sensation, je pense, inexplicable. C'est un sport des plus dangereux, donc faut faire avec. Après, je suis plus sécuritaire par rapport à quand je roule. Je me suis déjà cassé 2 chevilles, donc je pense que ça suffit. Les chutes peuvent être assez traumatiques, quoi. Comme vous pouvez le voir, le bras qui a reçu 6 fractures. Alors dans un premier temps, vous avez les chirurgiens qui vous disent vous ne ferez plus jamais de moto. Voilà. Et puis quand on a le virus, de toute façon, on a envie de remonter sur une moto. Ça, c'est quelque chose qui est clair, quoi. Alors attention aux blessures, c'est quand même assez dangereux. En tout cas, la saison motocross, c'est l'été. Alors en hiver, pour prévenir des grosses blessures, les compétiteurs s'entraînent, se préparent physiquement. Mais il y a aussi tout le côté mécanique. Écoutez-les. Les machines doivent toujours être presque neuves, toujours en état, parce qu'on prend quand même des risques avec les machines. On fait des bonds de 20 mètres et de 3-4 mètres de haut. Donc ça n'a pas droit d'être des épaves. On pourrait de toute façon pas aller chez un garagiste, ça reviendrait trop cher. Vu les heures qu'on passe dessus, si on emmènerait la machine au garagiste, ça serait impayable. Donc on apprend sur le tas, comme tout le monde, et on devient mécanicien amateur, et puis on fait un petit peu tous les bobos que la machine est là, on les répare de nous-mêmes, quoi. Alors durant le week-end, il y avait également 2 autres épreuves. Une épreuve de quad, regardez les images dans la poussière également, c'était pour l'avant-dernière épreuve du championnat de Grand Est. Et puis il y a celle dont on parle encore peu, les courses mixtes avec, vous le voyez là, un avion et une motocross. Alors bien sûr, c'est une blague, mais on trouvait l'image plutôt sympa, donc on voulait vous la partager. Image signée Vincent Bessière, qui est très passionné. Comme je sais que vous adorez ça, Marine, du coup, les gens du motoclub des 3 Lys qui organisaient cette manche ont un petit message pour vous, regardez. Marine, ton défi cette année, c'est de venir essayer. On t'attend. Voilà, et puis vous filmerez quand on a les images. Je vous dirai plus, Mathieu, que j'ai envie d'essayer le motocross avant les reportages. Pour arriver avant l'avion, c'est votre challenge de la saison. Allez, on va continuer de parler handball avec Denis Latou, notre invité, mais côté coulisses. Cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors Denis Latou, vous me parliez tout à l'heure de certaines consignes en tant qu'entraîneur que vous pouvez donner aux joueurs. Alors moi je voulais savoir si vous leur donniez aussi des petits conseils capillaires, parce qu'on se rappelle de ces photos-là en 1992. Regardez, alors vous étiez ou tous teint blond ou tous chauves. Vous étiez comment? Chauve. Voilà. Et alors vous exigez ça de la part de vos joueurs ou pas? Non, ils sont libres quand même. Non. Il n'y a pas de consigne. Non, c'était un pari qu'on avait fait. Et en plus, on ne pensait pas du tout être médaillé à ces Jeux Olympiques, puisque c'était notre 2e grande compétition. Et on pensait uniquement faire mieux que la dernière fois au championnat du monde, c'est-à-dire la qualification de 8e place. Et on avait dit, si on est 7e, on se teint en blond ou on se rase la tête. Vous avez fait beaucoup mieux. Et on a fait beaucoup mieux. À notre grande stupéfaction, au départ, quand on a battu l'Espagne le premier match, on s'est dit qu'on pouvait. Et voilà, ça a été une révélation. Et donc on a honoré notre pari, et après c'est resté, ça nous a suivis jusqu'en 1996, voilà. Et regardez, vous parlez 96, regardez ces images de 95. Et je peux vous dire que là les Français sont persuadés d'avoir gagné, parce que voir Daniel Costantini sourire à 30 secondes de la fin d'un match et voir Denis Latou tenter ce genre de choses, c'est fini, les Français sont champions du monde. Alors, est-ce que certains de vos joueurs vous demandent certaines anecdotes, vous reparlez de ce beau temps-là, ce vieux temps? Non, c'est du passé maintenant, ça fait 25 ans, il y en a d'autres qui ont pris la relève, on a ouvert la porte
je dirais, au handball français, mais même au sport français, puisqu'on a été les premiers à gagner en sport co. Et puis voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Les joueurs, oui, ils le savent, mais ils m'en parlent pas spécialement. C'est très rare. On a d'autres chats à fouetter. Il y a certains maintenant qui étaient même pas nés en fait. Hein, ouais, c'est pour ça. Non, mais l'anecdote, c'est qu'une fois, je suis arrivé à l'aéroport il y a 4-5 ans et il y avait un des dirigeants, puisqu'il y avait les pénalités avec la Guadeloupe et la Martinique à Paris. Je me retrouve à l'aéroport et il y a l'entraîneur qui était tout excité de me voir et qui disait à ses joueurs, vous savez qui c'est? Et les pauvres gamins qui avaient 11 ans, ils savaient pas, ils les engueulaient. Mais laisse-les tranquilles, ils étaient pas nés, les pauvres. Voilà. Il fallait leur expliquer. Donc je commence à faire partie des meubles et des vieux. Voilà. Merci beaucoup, Denis Latour. Dans l'occasion de suivre évidemment la saison de l'ESSAP, ça démarre en Coupe de la Ligue ce vendredi du côté de Cesson. Célestat sera à Ponto, les filles de l'ATH. Également, deuxième match de la saison, ça sera la réception de Besançon à domicile. Merci beaucoup. Marine, on se retrouve lundi prochain. Je rappelle que vous pouvez retrouver, promis, cette émission évidemment est à retrouver en direct, en replay, en morceaux et en intégralité ou par séquence sur notre site internet alsace20.tv. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle émission. La suite, c'est Nicolas Riffel, Grain de sel, la gastronomie, c'est tout de suite. Olivier, c'est quoi l'histoire de l'Auberge du Moulin? Alors l'Auberge du Moulin, c'est un restaurant qui était autrefois, donc qui date déjà de 1736. 1736 Et oui, elle n'est pas toute neuve la maison. Donc cette maison a un temps servi de station pour le tramway. Ok. Le tramway il passait où là, il passait sur cette rue-là. D'accord. Quand le tramway a disparu, c'est devenu un bistrot, taverne, qui s'appelait le Chariot. Parce que c'était le petit nom du tramway à la campagne, racheté, transformé par mon prédécesseur en 2011, et moi je lui ai succédé en 2016. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé de tout ce temps dans l'évolution du restaurant? C'était quoi? C'était à chaque fois alors avant c'était plus tourné débit de boissons, il y avait aussi une petite salle des fêtes qui était attenante, donc voilà. Moi ce que j'adore c'est le cadre ici, il est juste incroyable. Alors je te remercie parce qu'en fait toute cette partie là c'est moi. Voilà. Mais vraiment parce que je lui ai posé la question tout à l'heure encore en arrivant, si on était sur les vrais poutres. On est sur les vrais poutres d'origine, d'ailleurs on voit les petites pointes noires, en fait les petites taches noires c'est les empreintes des clous. Ils aimaient plus trop les maisons alsaciennes, alors ils les cachaient derrière des revêtements et donc voilà, c'est ce qui servait à fixer le revêtement quoi. Ici, alors les spécialités, on reste dans la tradition. Les spécialités, on reste tout à fait dans la tradition. Alors nous on est maître restaurateur, c'est-à-dire qu'on fait tout maison, que ce soit de la pâte à tarte flambée, l'appareil, les spécialités, il n'y a pas de produit tout fait, ça n'existe pas ici. Les grandes spécialités de la maison, forcément la tarte flambée, quand on rentre dans le devant, on voit le four à bois et c'est déjà la marque de fabrique, mais bon, on fait aussi on a énormément de compliments pour les bouchées à la reine, les rognons qui sont nos spécialités à nous. Vraiment, on a énormément de retours positifs sur ces plats-là. Alors je confirme, bouchées à la reine et rognons. Voilà, sinon les petites spécialités qu'on voit un peu dans tous les restaurants, les bons restaurants alsaciens, les moelleux au chocolat, les tartes rhubarbe meringuées, les tartes à thym. Du coup, on fait quoi à manger maintenant? J'avais proposé une petite bouchée à la reine et puis une petite rhubarbe meringuée. C'est bien. Tu veux essayer les rognons aussi? C'est bien. Je sais pas, on peut te faire une petite salade fermière pour commencer. Bien. Et tu veux que je te fasse une flambée? C'est bien. Et voilà, on y est. Enfin, j'ai tout ce que je vais manger. Ok, donc là je vais démarrer ma bouchée. Donc j'ai mon sauté de veau, ma poule fermière, mes garnitures. Très bien. Donc là je mets tout, on démarre à froid. Je vais poser ma poule et mon veau. On va mettre l'oignon, les queues de persil, les carottes et le poireau. 2 bonnes poignées de gros sel pour avoir un bouillon vraiment très bien assaisonné. Nous avons rajouté notre bouillon de poule et bien sûr ne pas oublier nos épices. 3 feuilles de laurier, 4 clous de girofle. Allez, 5 baies et le thym, on remet le couvert et on poche notre amiflo pour la suite. Donc là on va passer sur la salade fermière. C'est donc une poêlée de foie de volaille et de blanc de volaille qu'on va donc déglacer au vinaigre de framboise, mouiller à la crème, assaisonner cette fois, dressé sur la salade. Donc là je vais prélever un peu de bouillon de ma cuisson de boucher pour cuire à blanc mes champignons de Paris. En attendant on va passer sur la viande. D'accord. Donc là on a notre veau, notre volaille, elle est cuite et elle refroidit. Donc on passe sur la découpe. Je vais juste séparer les pièces et je retire juste ma peau. Je vais commencer à découper la volaille.
J'ai retiré mes champignons pareil. On va les refroidir et après on n'aura plus qu'à les intégrer à notre mélange à froid avec nos quenelles de veau. Je vais démarrer mon roux, beurre, farine. Maintenant, on va mouiller avec le bouillon. Là, je pars sur un petit Riesling. On rajoute un autre jus de cuisson. On va rajouter notre crème. On laisse bouillir et c'est tout bon. Top. Et on va passer au rognon. Super. Sel, poivre. Je mets ma moutarde à l'ancienne. Ça va flamber là. Un petit peu de crème pour finir. On a notre cathlon de prêt pour nos rognons. Et notre oignon est prêt. Donc là maintenant on va passer au dressage de la bouchée. On a découpé, on a mélangé nos quenelles, on a nos champignons qui sont froids. Donc là maintenant, je vais prendre l'équivalent de 2 bonnes louches de ma préparation que je vais mélanger à mes champignons et intégrer dans ma sauce. Et surtout, soyez pas sages.